Les élites cherchent à obtenir notre consentement indirectement, en nous exposant à ces prédictions. La programmation prédictive est réelle. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, laissez-moi expliquer. La programmation prédictive est l'idée selon laquelle des événements futurs sont programmés dans l'inconscient collectif à travers des films, des séries, des livres et d'autres formes de divertissement, bien avant que ces événements ne se produisent. L'idée est que, lorsque l'événement se produit réellement, nous sommes déjà familiarisés avec lui, donc moins choqués, plus enclins à l'accepter, comme si c'était prévu. C'est un concept fascinant mais aussi inquiétant. Je me souviens que le déclic a vraiment eu lieu lorsque la pandémie de Covid-19 a frappé en 2020. Bien sûr, beaucoup de gens ont été pris au dépourvu, mais pas moi. Pourquoi ? Parce que je me souvenais très clairement du film Contagion de 2011. Dans ce film, un virus mortel se propage rapidement à travers le monde, provoquant un chaos total. La ressemblance avec la réalité que nous vivions alors était tout simplement troublante. Le virus venait d'un marché en Chine, la panique mondiale, les masques, le confinement, les vaccins. Tout y était. Le film semblait presque être une prémonition précise de ce qui allait se passer. Comment un film produit presque 10 ans plus tôt pouvait-il décrire une situation si proche de celle que nous vivions ? C'était comme si quelqu'un nous préparait mentalement à cette pandémie. Et ce n'est pas tout. Prenons le 11 septembre 2001. Bien avant cette date fatidique, il y avait déjà des indices dans la culture populaire qui pointaient vers cet événement. Par exemple, dans The Long Gunman, une série dérivée de X-Files diffusée en mars 2001, 6 mois avant les attaques, l'intrigue du pilote tourne autour d'un complot pour détourner un avion et le faire s'écraser dans le World Trade Center. Je me souviens avoir vu des extraits de cet épisode après le 11 septembre, et c'était effrayant de voir à quel point c'était précis. Comment un scénario de série télé pouvait-il anticiper un événement d'une telle ampleur avec autant de détails ? Puis, il y a les fameuses prédictions des Simpsons. Cette série culte semble avoir une capacité étrange à prédire l'avenir. L'exemple le plus célèbre est sans doute l'épisode où Donald Trump devient président des États-Unis. C'était en 2000, bien avant que quiconque n'imagine un jour que Trump briguerait, et encore moins gagnerait, la présidence. Pourtant, là, dans cet épisode des Simpsons, on voyait Trump descendre un escalator, exactement comme il l'a fait lors de l'annonce de sa candidature en 2015. C'est presque trop précis pour être une simple coïncidence. Les indices ne s'arrêtent pas là. Un autre épisode des Simpsons montre les tours jumelles avec une date subtile, presque comme un clin d'œil, suggérant le 11 septembre avant que cela ne se produise. Et que dire de l'épidémie d'Ebola ? Dans un épisode de 1997, Marge montre à Bart un livre intitulé « George et le virus Ebola ». À cette époque, le virus Ebola n'était pas au cœur de l'actualité, mais quelques années plus tard, il a fait les gros titres dans le monde entier. Après avoir vu tant d'exemples, on se demande, est-ce que ce sont simplement des coïncidences ? Peut-être. Mais à quel moment cessons-nous de croire aux coïncidences et commençons-nous à accepter qu'il pourrait y avoir quelque chose de plus grand en jeu ? Les œuvres de fiction, qu'il s'agisse de films, de séries ou de livres, semblent parfois poser des jalons qui finissent par se concrétiser dans le monde réel. Pourquoi nous montrer ces choses avant qu'elles ne se produisent ? Si la programmation prédictive est réelle, alors elle sert peut-être à préparer notre esprit à accepter l'inacceptable, à nous habituer à des événements avant même qu'ils ne surviennent. Cela rend l'impact moins choquant, moins perturbant, comme si quelque part, dans notre esprit, nous nous disions « Oh, j'ai déjà vu ça ». Ce qui me dérange le plus, c'est que si ces événements peuvent être prévus à l'avance dans les médias, cela signifie peut-être que certaines personnes savent ce qui va se passer avant nous. Peut-être que nous sommes, en quelque sorte, manipulés pour accepter ces futures catastrophes sans nous révolter. J'essaie de ne pas sombrer dans la paranoïa, mais plus je réfléchis à tout cela, plus je me rends compte que nous sommes peut-être constamment conditionnés à travers des formes de divertissement que nous pensons être inoffensives. Qui sait quelles autres prédictions sont cachées dans les films ou les séries que nous regardons aujourd'hui ? Peut-être que l'avenir que nous redoutons le plus est déjà sous nos yeux, attendant simplement d'arriver. Les élites utilisent la programmation prédictive non seulement pour manipuler subtilement les masses, mais aussi pour se donner l'illusion qu'elles échappent à leur propre karma. Elles pensent que,
Tant qu'elle glisse la vérité sous des formes codées ou dissimulées dans des œuvres de fiction, elle n'accumule pas de responsabilité karmique. Selon cette logique, elle n'aurait jamais vraiment menti, car la vérité était visible pour ceux qui savaient la chercher. Pourtant, cette conception du karma est fondamentalement erronée. L'essence même du karma réside dans l'intention. Ce n'est pas parce que la vérité est symboliquement affichée que cela les exonère des conséquences de leurs actions. La stratégie des élites repose sur un malentendu profond. Elles croient que le fait de révéler subtilement leurs plans dans des films ou des séries télévisées leur permet d'obtenir une forme de consentement tacite du public. Elles exploitent la psychologie humaine, sachant que lorsque ces événements surviennent dans la réalité, l'impact est atténué parce que le public y a déjà été exposé d'une manière ou d'une autre. C'est une forme de conditionnement collectif, où l'on normalise des événements extraordinaires en les introduisant à l'avance dans l'imaginaire populaire. Ce mécanisme repose sur un autre principe, celui du consentement. Selon cette théorie, les élites cherchent à obtenir notre consentement indirectement en nous exposant à ces prédictions. En montrant des scénarios catastrophiques ou dérangeants à travers le cinéma, les médias ou les séries, elles pensent que le public, en les acceptant passivement, donne son accord. C'est une manière habile de manipuler l'inconscient collectif. Cependant, ce consentement n'est pas véritable. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans l'ignorance. Le grand public ne perçoit pas les véritables intentions derrière ces récits fictionnels. Ce que les élites considèrent comme une validation ou une acceptation tacite n'est en réalité qu'une manipulation déguisée. Mais ce que ces élites ignorent, ou feignent d'ignorer, c'est que l'univers lui-même fonctionne sur une dynamique beaucoup plus complexe. L'univers est un système d'une harmonie impeccable, une forme de justice universelle qui transcende toutes les tentatives humaines de manipulation. Aucune manipulation, aussi subtile soit-elle, ne peut duper les lois profondes qui régissent l'énergie, l'intention et l'équilibre cosmique. Ces élites peuvent essayer d'influencer les masses et de jouer avec le karma, mais l'univers, avec ses lois immuables, finit toujours par rétablir l'équilibre. Il y a quelque chose d'assez troublant à regarder V for Vendetta, sorti en 2005, à la lumière de ce qui s'est passé en 2020. Le film, qui prend place dans une dystopie où un gouvernement totalitaire contrôle la société à travers la peur et la propagande, semble étrangement prophétique. Ce qui est encore plus saisissant, c'est que l'action du film se déroule en 2020, une année qui a marqué le monde avec une crise sans précédent, la pandémie de Covid-19. Dans V for Vendetta, un virus s'est propagé dans la société, donnant au gouvernement une excuse pour instaurer un contrôle totalitaire. Les médias sont utilisés pour diffuser en continu de la propagande, manipulant les masses et leur rappelant constamment que c'est pour leur sécurité. Cette justification, répétée encore et encore, permet à l'État de justifier des restrictions sévères sur les libertés individuelles. Le thème de « c'est pour votre santé » devient la clé de voûte d'un régime qui promet sécurité et stabilité au détriment de la liberté. Si l'on fait le parallèle avec 2020, beaucoup de gens ont remarqué des similitudes frappantes. Avec la pandémie de Covid-19, les gouvernements du monde entier ont instauré des confinements stricts, des mesures de contrôle et des restrictions de déplacement, tout cela au nom de la sécurité publique et de la protection de la santé. Des slogans comme « Restez chez vous »,« Sauvez des vies » et « C'est pour votre bien » sont devenus des mantras récurrents dans la bouche des autorités. Les médias, tout comme dans le film, ont joué un rôle central dans la gestion de la peur et dans la narration des événements. Un autre parallèle inquiétant est la manière dont les libertés individuelles ont été sacrifiées pour assurer la sécurité. Dans V for Vendetta, la société accepte docilement les mesures strictes, croyant que le gouvernement agit dans leur intérêt. Mais au fil du temps, le peuple se rend compte que ce n'est pas la sécurité qui leur est offerte, mais un contrôle total, sous couvert de protection sanitaire. Le gouvernement profite de cette crise pour renforcer son pouvoir et réduire au silence ceux qui osent remettre en question son autorité. En 2020, certaines personnes ont ressenti des similitudes, en voyant des gouvernements utiliser la crise sanitaire pour justifier des politiques de surveillance plus strictes et des mesures qui auraient été inimaginables en temps normal. La question du prix de la liberté au nom de la sécurité est devenue centrale dans les débats publics. Des manifestations ont éclaté dans plusieurs pays, avec des gens réclamant la fin des restrictions et dénonçant ce qu'ils voyaient comme des atteintes à leurs droits fondamentaux. V for Vendetta se termine sur une note d'espoir, lorsque la société finit par se réveiller de cet état de peur constant et prend conscience de la corruption du gouvernement.
Le peuple se soulève pour renverser le régime et réclamer sa liberté. En 2020, bien que la pandémie ait provoqué un réveil chez certains, nous n'avons pas encore vu un soulèvement aussi dramatique que dans le film. Mais ce parallèle entre fiction et réalité soulève des questions importantes sur la façon dont les crises peuvent être exploitées pour instaurer des changements radicaux, et sur la ligne fine entre protection de la société et contrôle autoritaire. Peut-être que V for Vendetta n'était pas seulement une œuvre de fiction, mais une sorte de miroir tendu vers un avenir potentiel, nous avertissant des dangers de céder trop facilement nos libertés, même au nom de la sécurité et de la santé. En revisitant Monsters, ANC, il est difficile de ne pas remarquer la métaphore sous-jacente qui semble émerger derrière l'intrigue. À première vue, c'est une histoire amusante sur des monstres qui récoltent les cris des enfants pour alimenter leur monde en énergie. Mais pour certains, cette idée a pris une tournure plus sombre. Il suggère que le film pourrait, en fait, refléter une sinistre réalité cachée, une allusion voilée au concept de l'adrénochrome, cette substance supposément extraite des enfants dans certaines théories conspirationnistes pour fournir de l'énergie ou des effets rajeunissants à ceux qui en consomment. Ce parallèle se base sur une comparaison assez troublante. Dans le film, la souffrance des enfants est une source de pouvoir pour les monstres. Plus l'enfant a peur, plus les cris sont puissants, et donc plus d'énergie est générée. Cette dynamique, selon certaines théories, reflète ce que certains accusent d'être une pratique réelle liée à l'adrénochrome, où la peur et la souffrance des enfants seraient exploitées pour procurer des effets quasi mystiques à ceux qui en consommeraient. Ce qui rend cette comparaison encore plus troublante, c'est l'élément de normalisation dans le film. La souffrance des enfants est banalisée comme faisant partie d'un système établi dans le monde des monstres, où tout le monde, du personnel à l'administration de l'usine, voit cela comme une procédure courante. Certains y voient une manière de préparer le public, en particulier les jeunes générations, à accepter inconsciemment l'idée que la peur et la souffrance peuvent être exploitées pour le gain de quelques privilégiés. En outre, à la fin du film, l'usine découvre que le rire des enfants est encore plus puissant que leurs cris. Pour les plus sceptiques, cela pourrait symboliser une évolution dans l'exploitation de l'énergie humaine, passer de la peur à d'autres émotions pour obtenir des effets similaires, ou même supérieurs. Bien sûr, on peut facilement argumenter que Monsters, ANC n'est qu'un film d'animation, un simple divertissement. Mais pour ceux qui croient en l'idée de la programmation prédictive, ce genre de parallèle est difficile à ignorer. Prenons Men in Black par exemple. Au départ, je n'y voyais qu'un film amusant, une simple comédie de science-fiction. Mais plus j'y pense, plus je me demande si ce film n'est pas un exemple de programmation prédictive. Et si ces fameux hommes en noir existaient réellement? Ce qui m'a frappé, c'est le fameux gadget dans le film, le neuralyseur, qui efface la mémoire des témoins. C'est marrant, mais en écoutant des récits de personnes qui affirment avoir vécu des expériences étranges, des abductions, des rencontres avec des ovnis, etc., il y a souvent des éléments qui reviennent, des périodes de temps perdues, des trous de mémoire, et parfois des sensations d'avoir vu une lumière très vive juste avant de tout oublier. Ça me rappelle étrangement cette technologie fictive qu'on voit dans Men in Black. Sauf que là, ce sont de vraies personnes qui décrivent des expériences similaires. Ce qui m'intrigue vraiment, c'est l'idée que les récits les plus farfelus d'enlèvements extraterrestres ou de phénomènes paranormaux ne sont peut-être que des versions édulcorées de ce qui se passe réellement. Et si les hommes en noir n'effaçaient pas seulement les souvenirs, mais implantaient des faux souvenirs pour brouiller les pistes? Je sais que ça peut paraître un peu extrême, mais quand on regarde les témoignages, les similitudes sont troublantes. Je ne dis pas que tout ce qu'on voit dans les films est réel, mais je commence à croire que certains d'entre nous préparent doucement à des vérités qui sont plus difficiles à accepter. Peut-être que le jour viendra où on nous dira que des choses comme ça existent vraiment, et que ce ne sera même pas une grande surprise, car on aura déjà vu tout ça à l'écran, encore et encore. Ces derniers temps, j'ai commencé à remarquer un schéma qui revient dans de nombreux films de science-fiction, des récits où la Terre se meurt, et où seuls les plus riches trouvent une échappatoire, souvent vers une autre planète. Ce qui au début me semblait être un simple thème de fiction devient de plus en plus inquiétant, comme si ces films reflétaient une réalité vers laquelle nous pourrions réellement nous diriger. Prenons des films comme Elysium, Interstellar ou encore Don't Look Up. Dans Elysium,
l'élite mondiale vit dans une station spatiale luxueuse, à l'abri des souffrances que subissent ceux qui restent sur une Terre épuisée et polluée. Dans Interstellar, les désastres climatiques rendent la planète inhabitable, et seuls ceux qui ont les moyens peuvent envisager de participer à la recherche d'une nouvelle terre d'accueil. Ces récits mettent en avant une vision dystopique où les inégalités sont tellement exacerbées que les plus riches trouvent une issue, tandis que le reste de l'humanité est laissé à son sort. En voyant à quel point ces thèmes se répètent, on peut se demander si ces histoires ne sont pas en train de préparer les esprits à une réalité future où cette fracture sociale se creusera encore davantage. Quand on observe les nombreuses coïncidences entre la fiction et la réalité, il devient difficile de ne pas se poser des questions sur la véritable nature de ces parallèles. À force de voir des événements réels reflétés dans des œuvres fictives, on en vient à se demander si ce phénomène n'est pas le résultat d'un processus délibéré. C'est ici qu'entre en jeu la théorie de la révélation de la méthode. Cette idée, tirée des anciens textes rosicruciens, décrit une manière subtile pour les élites de révéler des vérités troublantes à la population, mais de manière voilée. Cela permettrait d'obtenir une forme d'acceptation implicite de la part des masses. Une fois ces vérités révélées, si elles sont accueillies avec indifférence ou apathie, elles finissent par être normalisées et intégrées dans l'inconscient collectif. Prenons, par exemple, les nombreuses références à l'attaque du 11 septembre qui apparaissaient dans des films, séries télévisées et jeux vidéo bien avant que l'événement ne se produise. Des œuvres comme Les Simpsons ou Retour vers le futur contenaient des détails troublants qui semblent avoir anticipé ce qui allait arriver. Quand on observe ce genre de choses, cela dépasse le simple hasard et on peut y voir une tentative des élites de préparer mentalement la population à un futur désastre, dans un acte de manipulation subtile. Ce phénomène peut être comparé à un processus alchimique, que certains occultistes appellent le grand œuvre, où le monde est progressivement transformé selon la volonté de l'élite occulte. Ainsi, la révélation de la méthode serait un outil permettant aux élites de remodeler la réalité en diffusant des idées dans l'esprit des gens, les conditionnant petit à petit à accepter des événements qu'ils auraient rejetés autrement. Dans son livre Secret Society and Psychological Warfare, Michael Hoffman explique pourquoi les élites aiment utiliser la moquerie pour exercer leur contrôle sur la population. Le principe alchimique de la révélation de la méthode repose sur une moquerie clownesque et sarcastique de la victime, comme une démonstration de pouvoir et d'arrogance macabre. Lorsqu'elle est réalisée de manière voilée, accompagnée de signes occultes et de mots symboliques, et qu'elle ne suscite aucune réaction significative d'opposition ou de résistance, elle devient l'une des techniques les plus efficaces de guerre psychologique et de viol mental. Autrement dit, l'élite dévoile ses plans ou utilise des symboles occultes dans les médias de masse pour montrer son pouvoir de manière provocante. Et si le public ne réagit pas, cela ne fait que renforcer l'emprise psychologique des élites, car l'acceptation silencieuse est vue comme une validation de leur pouvoir. Nous devenons ainsi involontairement complices de ce qu'ils mettent en place. Une autre hypothèse est que les élites utilisent la programmation prédictive non seulement pour manipuler les masses, mais aussi pour manifester leurs propres desseins. La révélation de la méthode fonctionnerait ici selon les principes de la loi de l'attraction. Si suffisamment de personnes se concentrent sur une idée ou un événement, celui-ci devient plus probable. Ainsi, les films, séries télévisées et autres médias ne seraient pas simplement des moyens de nous divertir, mais des outils pour ancrer certaines idées dans la conscience collective. Si la société est constamment exposée à l'idée d'une catastrophe, d'une guerre civile ou d'une pandémie à travers des œuvres fictives, ces événements deviennent plus faciles à accepter lorsqu'ils se produisent réellement. Avec l'essor des médias de masse, la révélation de la méthode est devenue de plus en plus visible. Là où les élites opéraient autrefois dans le secret, elles semblent aujourd'hui agir ouvertement, en exposant leurs plans à travers des films, des séries et des œuvres musicales. Cette stratégie de normalisation des événements futurs, sous couvert de fiction, est une manière de façonner l'avenir tout en préparant mentalement la population à accepter ces bouleversements. Nous assistons peut-être à une transformation globale orchestrée par les élites, où la fiction devient une prophétie. Leur contrôle sur la programmation mentale et la manipulation des masses pourrait bien être la clé de cette transformation. Le plus inquiétant est que, souvent, nous n'en prenons pas conscience avant qu'il ne soit trop tard. En regardant Spider-Man, Far From Home, un détail m'a particulièrement marqué, la manière dont Mysterio manipule les événements en utilisant des drones armés et des hologrammes pour créer des scènes de destruction massive. Ce qui semble être, au premier abord,
un simple élément de science-fiction dans l'intrigue du film pourrait en réalité cacher quelque chose de bien plus profond. Pour ceux qui s'intéressent aux théories du complot, cela rappelle étrangement un concept discuté depuis des années, le projet Bluebeam. Le projet Bluebeam est une théorie qui suggère qu'une organisation, souvent associée aux élites mondiales ou à des gouvernements, planifierait d'utiliser des technologies avancées pour simuler une invasion extraterrestre ou des apparitions divines dans le but de manipuler les masses et instaurer un nouvel ordre mondial. Dans cette optique, le film Spider-Man, Far From Home pourrait être vu comme une forme de programmation prédictive, préparant inconsciemment les spectateurs à l'idée que de telles technologies existent et peuvent être utilisées pour tromper la réalité. Dans le film, Mysterio est incroyablement à l'aise avec l'utilisation de ces drones pour projeter des hologrammes ultra-réalistes et faire croire à la population mondiale qu'ils sont attaqués par des créatures destructrices. Ce qui est particulièrement troublant, c'est à quel point cette tromperie semble sophistiquée et ciblée pour contrôler la perception des gens. Il utilise non seulement des images impressionnantes pour simuler des catastrophes, mais il exploite également la peur et l'illusion pour manipuler la réaction du public et se positionner en héros. Ce scénario fait écho à l'idée que le projet Bluebeam impliquerait une utilisation similaire de technologies avancées, telles que des hologrammes massifs et des systèmes d'armement secrets, pour créer des événements globaux qui semblent réels mais sont entièrement fabriqués. L'objectif ? Contrôler les masses à travers la peur et l'illusion, en les poussant à accepter une nouvelle autorité mondiale sous prétexte de sauver l'humanité d'une menace inexistante. Ce qui rend cette théorie encore plus intrigante, c'est la manière dont le film présente ces technologies comme étant non seulement possibles, mais également extrêmement efficaces. Les drones et hologrammes de Mysterio sont tellement convaincants que même les héros, ceux qui devraient être les plus sceptiques, tombent dans le piège. Cela pousse à réfléchir, si des personnages aussi puissants que Spider-Man peuvent être dupés par ces technologies, qu'en serait-il du grand public dans la réalité ? Depuis des années, les Simpsons ont été au centre de nombreux débats concernant la programmation prédictive. En examinant de plus près les nombreuses prédictions troublantes de la série, il devient difficile de croire qu'il s'agisse simplement de coïncidences. Les créateurs des Simpsons semblent avoir accès à des informations étonnamment précises sur l'avenir, ce qui suggère qu'ils pourraient être en contact avec des élites ou des groupes qui cherchent à manipuler l'opinion publique. Derrière l'humour de la série se cacherait un agenda bien plus sombre, la préparation des masses à des événements majeurs orchestrés par ces mêmes forces. Voici quelques exemples frappants de cette programmation prédictive. La présidence de Donald Trump. Dans l'épisode Back to the Future, saison 11, épisode 17, diffusé en 2000, Lisa Simpson devient présidente des États-Unis. Lors de son discours, elle mentionne avoir hérité d'une grande crise budgétaire laissée par l'administration Trump, ce qui semblait, à l'époque, une simple satire de l'icône milliardaire. Pourtant, en 2016, Donald Trump est effectivement élu président des États-Unis, réalisant ainsi une prédiction de longue date. La pandémie de Covid-19. Dans l'épisode Marge in Chien, saison 4, épisode 21, diffusé en 1993, un virus surnommé « grippe d'Osaka » se propage à travers Springfield après que des employés japonais ont toussé dans des colis envoyés aux États-Unis. Bien que la similitude avec la pandémie de Covid-19 puisse sembler accidentelle, la propagation d'un virus asiatique dans la série rappelle l'origine virale du SARS-CoV-2. De plus, dans cet épisode, les habitants de Springfield se tournent vers un remède loufoque, une référence involontaire mais troublante aux fausses solutions qui ont circulé pendant la pandémie. Les attentats du 11 septembre. Un autre moment marquant des Simpsons est apparu dans l'épisode The City of New York vs. Homer Simpson, saison 9, épisode 1, diffusé en 1997. Dans une scène, Lisa tient un magazine où l'on peut voir New York écrit à côté du chiffre 9, en référence à 9 $, et derrière ce chiffre, les tours jumelles, formant ainsi visuellement 9 novembre. Cette scène a suscité beaucoup d'interprétations après les attentats du 11 septembre 2001, certains y voyant un message caché ou une prémonition. Les smartwatches et la technologie moderne. Dans l'épisode Lisa S. Wedding, saison 6, épisode 19, diffusé en 1995, on voit une technologie que l'on associe désormais aux montres intelligentes. Un personnage porte un appareil au poignet qui lui permet de passer des appels téléphoniques, bien avant l'invention de l'Apple Watch et d'autres dispositifs similaires.
Cet exemple de technologie anticipée est souvent cité comme preuve de la capacité des Simpsons à prédire l'évolution de nos gadgets quotidiens. Le rachat de Fox par Disney. Dans un épisode de la saison 10, on voit un panneau indiquant que 20th Century Fox est une division de Walt Disney Co. Cette prédiction s'est réalisée en 2019 lorsque Disney a officiellement acquis 20th Century Fox, un des plus grands conglomérats de médias. Ce clin d'œil à la fusion des géants du divertissement a pris un sens tout à fait inattendu 2 décennies plus tard. Le vote électronique défectueux. Dans l'épisode Treehouse of Horror, saison 20, épisode 4, diffusé en 2008, Homer tente de voter pour Barack Obama sur une machine de vote électronique, mais son vote est automatiquement transféré à John McCain. Lors de l'élection présidentielle américaine de 2012, des rapports similaires ont émergé concernant des dysfonctionnements dans les machines à voter, où des votes pour Obama étaient enregistrés pour son adversaire. Cet épisode a alimenté les discussions sur l'intégrité du système de vote électronique. Ce ne sont que quelques exemples parmi d'autres, mais je vous conseille de faire vos propres recherches. En regardant la saison 5 de Supernatural pour la première fois, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer certaines similitudes troublantes entre la trame de l'histoire et des événements récents. Dans cette saison, les 2 frères, Sam et Dean, se battent pour empêcher l'apocalypse, une lutte contre les 4 cavaliers qui symbolisent la fin des temps. Ce qui m'a particulièrement frappé, c'est le rôle central joué par la pharmaceutique et le virus dans les derniers épisodes, où une entreprise se prépare à lancer un vaccin contenant en réalité le véritable virus. Ce scénario m'a immédiatement rappelé certaines théories conspirationnistes modernes, surtout en ce qui concerne l'idée que des vaccins pourraient être utilisés à des fins sinistres. La réplique frappante de l'un des personnages, étape 1, l'épidémie, étape 2, le vaccin, pourrait très bien résonner avec ceux qui croient que des crises sanitaires mondiales sont orchestrées pour des objectifs de contrôle ou de profit. Dans le contexte de la série, cela se fait au nom de Pestilence, l'un des 4 cavaliers de l'Apocalypse, qui utilise la maladie comme arme pour dévaster l'humanité. Ce qui rend cela encore plus troublant, c'est que Supernatural a été diffusé bien avant les événements récents liés à la pandémie mondiale. En regardant cette série avec le recul, il est difficile de ne pas se demander si ce n'était qu'un simple hasard scénaristique ou une forme de programmation prédictive. Après tout, la série plonge dans des récits apocalyptiques, et l'idée d'une entreprise pharmaceutique utilisant un vaccin pour propager un virus rappelle certaines des craintes qui ont émergé dans le discours public ces dernières années. Ubisoft est depuis des années en avance dans le domaine des jeux vidéo centrés sur des histoires de futur dystopiques. Ils semblent avoir des scénaristes extrêmement créatifs, ou alors on leur fournit des informations assez troublantes. 2 exemples illustrent bien ce point. The Division. The Division raconte l'histoire d'un virus génétiquement modifié, conçu pour être extrêmement mortel. Ce virus contient des traces de 6 pathogènes différents, la dengue, Ebola, H1N1, le hantavirus, le virus de Marburg et la grippe porcine. Dans cet univers, la Strategic Homeland Division est une unité secrète, créée en dehors du cadre constitutionnel, et qui constitue la dernière ligne de défense en cas de crise. En tant que joueur, tu incarnes l'un de ces agents, jouant le rôle du sauveur de la population. Tu fais la rencontre d'un ancien membre du PRC, Parti communiste chinois, qui devient ta principale source d'information. Il fait souvent référence à la nature anticonstitutionnelle de la SHD et est décrit comme un sceptique un peu grincheux. Il y a des références à l'opération Dark Winter sous forme d'éléments d'information que tu peux trouver dans le jeu, et cela est également mentionné par le DJ de la radio que tu entends lorsque tu entres dans les zones sécurisées. Naturellement, ce Rick Valassi, le présentateur radio, est dépeint comme le classique adepte des théories du complot, persuadé que tout est une opération sous faux drapeau menée par le gouvernement. Cependant, en avançant dans l'histoire, tu découvres que tout ce qu'il dit est 100% vrai. À travers un écho, une reconstitution virtuelle d'une scène ou d'un crime, tu apprends que l'entreprise qui l'enquêtait avait découvert un remède dans les premières semaines de l'épidémie, mais que la cupidité a empêché sa production à grande échelle pour sauver New York. Je pourrais continuer encore longtemps, mais je t'invite à lire la page Wikipédia du jeu pour plus de détails. Watch Dogs, en particulier Watch Dogs, Légion. Watch Dogs, Légion se déroule dans un futur proche, après que le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne.
L'augmentation rapide de l'automatisation et de l'intelligence artificielle a laissé des millions de personnes sans emploi, aussi bien dans les métiers manuels que dans les postes de col blanc. L'économie est en plein effondrement, le gouvernement perd son pouvoir, et les crypto-monnaies ont remplacé la livre sterling. Le crime organisé fait des ravages à Londres, et des personnes sont arrachées à leur foyer pour être envoyées dans des centres de déportation. Ceux qui osent s'exprimer se font surveiller, et parfois disparaissent. Dans ce contexte, les joueurs recrutent et contrôlent des membres du collectif de hackers DeadSec, qui cherchent à rendre justice aux gens ordinaires en combattant les différentes factions ennemies qui tentent de prendre le pouvoir à Londres. Tout au long de la série Watch Dogs, l'histoire tourne autour d'un système d'intelligence artificielle, le CETOS, qui a un accès total à toutes les données numériques. Tu incarnes différents hackers faisant partie de groupes de résistants qui luttent pour la liberté. J'ai joué à plusieurs de ces jeux, notamment à la série The Division. Ce sont de très bons jeux, mais avec tout ce qui se passe dans le monde récemment, je me demande sérieusement si on leur fournit ces idées. Ubisoft est une entreprise française, mais son siège social se trouve au Canada. Je commence vraiment à croire que les élites nous préparent à une guerre civile imminente. Il suffit de regarder ce qui se passe dans les médias et les films ces dernières années pour remarquer des messages subliminaux de plus en plus fréquents sur le chaos social, la violence entre citoyens, et l'effondrement des gouvernements. À mon avis, ils sont en train de planter des graines dans l'inconscient collectif, afin de nous conditionner mentalement à accepter l'idée d'un conflit civil majeur. Prenons l'exemple de Joker. Le film ne parle pas directement d'une guerre civile, mais il dépeint une société sur le point de s'effondrer, où les inégalités économiques et l'aliénation des individus créent un climat explosif. Gotham, la ville fictive, ressemble à une version déformée de nos propres sociétés, avec une fracture de plus en plus profonde entre les élites et le peuple. Le film montre des émeutes, une violence massive dans les rues, des citoyens ordinaires qui se révoltent contre un système qu'ils estiment corrompu. Ce n'est pas juste un film sur un personnage de bande dessinée, c'est un miroir des tensions que nous voyons aujourd'hui. Ensuite, il y a The Purge, la série de films et la série télévisée. L'idée d'une purge annuelle, où toutes les lois sont suspendues et où chacun peut commettre des crimes en toute impunité, est un concept troublant en soi. Mais ce qui est vraiment effrayant, c'est comment ces films montrent des citoyens ordinaires se transformant en bêtes assoiffées de sang, en guerre les uns contre les autres. Cette série nous montre à quoi pourrait ressembler une société qui sombre dans l'anarchie totale. Ce n'est pas juste de l'horreur fictive, c'est un scénario que l'on pourrait voir émerger si les tensions sociales atteignent un point de non-retour. Un exemple récent qui illustre parfaitement cette tendance à la programmation prédictive et à la préparation mentale d'une guerre civile est le film Civil War, sorti il n'y a pas longtemps. Ce film, loin d'être une simple œuvre de divertissement, semble planter les graines d'une idée bien plus sombre, celle d'un conflit interne majeur, où la société se déchire de l'intérieur. Dans Civil War, l'intrigue se concentre sur une Amérique fracturée, où les tensions sociales et politiques atteignent un point critique, menant à une véritable guerre civile. Ce qui est troublant, c'est à quel point ce scénario reflète les divisions actuelles que nous voyons déjà dans de nombreux pays, des États-Unis à la France, en passant par d'autres régions du monde. Le film montre des citoyens qui ne se battent plus pour des idéaux ou des ressources, mais contre eux-mêmes, entraînés dans une spirale de violence orchestrée en grande partie par des manipulations externes et des tensions soigneusement exacerbées. Les récents événements dans le monde réel renforcent encore plus cette idée. Regardez les tensions politiques et sociales croissantes dans plusieurs pays, les manifestations violentes qui éclatent à cause des inégalités, et les discours de haine de plus en plus fréquents sur les réseaux sociaux. On a l'impression que les élites, en créant et en diffusant ce type de contenu, encouragent cette division au lieu de chercher à l'apaiser. Il m'est de plus en plus difficile d'ignorer l'idée que quelque chose de plus grand se prépare. Comme si, depuis des décennies, on nous conditionnait à accepter des concepts qui semblaient autrefois inimaginables. Prenons par exemple tous ces films et séries de science-fiction qui, depuis les années 60, nous présentent des technologies avancées, des extraterrestres, des univers parallèles, ou des dimensions cachées. Je pense sincèrement que ce ne sont pas de simples divertissements, mais des moyens subtils de nous préparer à une révélation majeure. Il y a quelque temps, je suis tombé sur une vieille interview de Steven Spielberg. Il y parlait de la manière dont il avait travaillé sur des films comme Rencontre du troisième type ou E.T.,
deux films qui, rétrospectivement, semblent nous préparer à l'idée que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Cela m'a fait réfléchir, et si les films de Spielberg et d'autres réalisateurs n'étaient pas seulement des fictions, mais une manière de préparer notre conscience à accepter des vérités bien plus déroutantes? Et si, quelque part, les gouvernements ou des élites étaient au courant de réalités que nous ne pouvions même pas concevoir, comme l'existence d'univers parallèles ou de civilisations extraterrestres? Je me souviens avoir ressenti la même chose en regardant des séries comme Stranger Things, où l'idée d'un monde parallèle, l'Upside Down, est au cœur de l'intrigue. C'était comme un clin d'œil. Ce n'est pas juste une histoire pour nous divertir, c'est une lente éducation qui se déroule sous nos yeux. Ils savent que, si ces idées sont introduites progressivement dans notre culture, lorsque la vérité éclatera enfin, nous serons prêts à l'accepter. Un autre aspect qui me trotte dans la tête, c'est à quel point les récits de science-fiction qui semblaient irréalistes dans le passé sont maintenant des discussions sérieuses parmi les scientifiques. Quand j'étais plus jeune, les concepts comme les univers multiples ou les réalités parallèles semblaient être des fantasmes réservés aux amateurs de science-fiction. Mais aujourd'hui, on en parle comme s'il s'agissait de théories valables, voire probables. Pourquoi ce changement soudain? Je crois sincèrement que nous sommes en train d'être préparés pour une annonce majeure, quelque chose qui va bouleverser notre compréhension du monde. Les films et séries ne sont plus seulement des fictions, mais une manière subtile de familiariser le grand public à des concepts qui, s'ils étaient dévoilés brutalement, provoqueraient un choc immense. Prenons les films de Marvel par exemple, où l'idée du multivers est au centre des intrigues. C'est comme s'ils cherchaient à nous préparer à l'idée que la réalité que nous connaissons n'est qu'une petite partie d'un tout bien plus vaste. Je ne serais pas surpris que, dans les années à venir, les scientifiques ou même les gouvernements nous révèlent que des dimensions parallèles existent réellement, que ce soit à travers des découvertes scientifiques ou des expériences menées en secret depuis des décennies. Le moment approche où la fiction deviendra réalité, et le monde ne sera plus jamais le même. Parfois, je me dis que nous sommes sur le point d'entrer dans une nouvelle ère, une époque où les frontières entre le réel et l'imaginaire vont s'effondrer. Des thèmes comme l'antigravité, les univers alternatifs et les dimensions multiples ne sont plus juste des éléments narratifs, mais des idées que l'on commence à prendre au sérieux. Pour ceux qui ont regardé la série Netflix The Watcher, j'aimerais savoir si d'autres ont remarqué les mêmes choses que moi en ce qui concerne les théories du complot mentionnées dans la série. Elles semblaient complètement décalées par rapport à l'intrigue et m'ont vraiment pris par surprise. Je vais essayer d'expliquer du mieux que je peux et j'aimerais connaître vos théories sur la raison pour laquelle ces éléments ont été inclus. Les accusations selon lesquelles Mitch et Mo seraient membres d'un culte sanguinaire, tuant des bébés et buvant leur sang pour obtenir de l'adrénochrome. La série est basée sur une histoire vraie, et dans la réalité, il n'y avait aucune suspicion concernant les voisins qui seraient membres d'un culte sanguinaire, comme c'est décrit dans la série. Alors, pourquoi les scénaristes ont-ils ressenti le besoin d'ajouter cet élément bizarre à l'histoire? Était-ce une tentative des scénaristes pour attirer l'attention sur cette théorie et pousser les spectateurs à se renseigner à ce sujet? Était-ce pour discréditer les théories du complot et ceux qui les promeuvent? Quand Mo est confrontée à son implication présumée, elle mentionne Canon et leurs théories farfelues. Ou bien, est-ce qu'Hollywood nous montre ces choses dégoûtantes parce qu'ils le peuvent, et qu'ils savent qu'ils peuvent s'en tirer sans problème? John Graff mentionnant les guerres planifiées par les États-Unis. Lorsque John discute avec Dean Branagh, il change brusquement de sujet et parle des sociétés secrètes qui auraient planifié le cours de l'histoire. Il conclut en disant à Dean, je paraphrase, les États-Unis prévoient un événement de guerre tous les 80 ans. Cela fait bientôt 80 ans depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc quelque chose de grand se prépare. Quand il a dit « quelque chose de grand se prépare », cela m'a littéralement donné des frissons dans le dos. J'ai senti que cela n'avait aucun rapport avec la conversation, le personnage de John ou l'intrigue en général. C'était comme si c'était introduit de force, mais pourquoi? Est-ce un autre cas possible de « programmation prédictive » que certains pensent être présents dans les films et séries d'Hollywood depuis des décennies? Je ne sais pas quelles étaient leurs intentions, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que les scénaristes essaient de transmettre un message subliminal à leur audience. Je me souviens de la première fois où j'ai regardé Black Mirror il y a presque 10 ans. J'avais immédiatement adoré la série. Elle était unique, pleine de réflexions profondes,
Mais, à mon grand soulagement, ce n'était que de la science-fiction. Pourtant, ces épisodes m'ont vraiment fait réfléchir. Cependant, aujourd'hui, presque une décennie après la diffusion de la première saison, je commence à perdre ce sentiment de soulagement. Celui qui, à l'époque, me rassurait en me disant que tout cela n'était que des absurdités, que jamais ces scénarios ne verraient le jour dans notre société moderne. Pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de regarder la série, je vous conseille de le faire, car ce que je m'apprête à révéler pourrait ressembler à un spoiler. Pour ceux qui l'ont déjà vu, vous souvenez-vous de l'épisode 2 de la saison 1, 15 millions Murray? Eh bien, il semblerait que Microsoft travaille depuis quelques années sur un système de crypto-monnaie utilisant les données corporelles. Pour ceux qui ne sont pas au courant, il s'agit d'un système qui, couplé au corps humain, génère une récompense sous forme de monnaie numérique ou crypto-monnaie, en fonction des mouvements ou de l'activité cérébrale de l'individu. Dans cet épisode, les gens pédalent sur des vélos stationnaires pour accumuler des mérites, une forme de monnaie virtuelle qui régit tous les aspects de leur vie, y compris la possibilité de gravir les échelons sociaux. Ce qui ressemblait autrefois à une dystopie purement fictive semble aujourd'hui se rapprocher dangereusement de la réalité. Le projet de Microsoft, à travers le brevet de cette crypto-monnaie basée sur l'activité corporelle, repose sur une idée similaire, utiliser nos propres mouvements physiques, voire notre activité cérébrale, pour générer une valeur économique. La frontière entre la science-fiction et la réalité semble de plus en plus mince. Avec les technologies de surveillance qui évoluent et la montée en puissance des crypto-monnaies, il n'est pas difficile d'imaginer un monde où nous pourrions être récompensés ou, pire, contrôlés par la manière dont nous bougeons, pensons ou même interagissons. Black Mirror nous a montré des scénarios qui paraissaient irréalistes à l'époque, mais qui aujourd'hui commencent à faire écho à des projets technologiques bien réels. En repensant à cet épisode, on pourrait se demander, dans quelle mesure ces fictions ne sont-elles pas des prévisions déguisées? Nos données corporelles deviennent une nouvelle ressource exploitable, et ce que nous pensions être une satire dystopique pourrait bientôt devenir notre quotidien. Ce qui semblait être de la pure spéculation est peut-être bien plus proche de la vérité qu'on ne le pensait il y a 10 ans. En 1997, le film Wag the Dog sortait sur les écrans, racontant une histoire fascinante et troublante sur la manipulation politique à grande échelle. Dans ce thriller satirique, un conseiller politique américain, incarné par Robert De Niro, et un réalisateur hollywoodien, interprété par Dustin Hoffman, montent une fausse guerre en Albanie pour détourner l'attention du public d'un scandale sexuel impliquant le président des États-Unis. La guerre est entièrement fabriquée grâce à des effets spéciaux, des acteurs et une orchestration médiatique parfaitement rodée. Le public, absorbé par les images fictives diffusées sur leurs écrans, se détourne complètement du scandale réel. Mais l'aspect le plus troublant de Wag the Dog n'est pas dans sa fiction, mais dans ce qui s'est passé peu de temps après sa sortie. En janvier 1998, soit quelques mois après la sortie du film, le scandale Monica Lewinsky éclate aux États-Unis. L'affaire, centrée sur la relation extra-conjugale entre le président Bill Clinton et une jeune stagiaire de la Maison-Blanche, devient rapidement une obsession médiatique, menaçant la réputation et la carrière du président. Face à la pression des médias et des appels à la destitution, le président Clinton se retrouve dans une position précaire. Alors que les révélations sur l'affaire Lewinsky occupent toutes les unes, un événement survient qui attire l'attention de manière tout aussi surprenante, les frappes militaires américaines en Irak. En août 1998, les États-Unis lancent une série de frappes aériennes ciblées contre des installations irakiennes dans le cadre de l'opération Desert Fox. Officiellement, ces frappes sont justifiées comme une réponse aux violations par l'Irak des résolutions des Nations Unies sur les armes de destruction massive. Cependant, le timing de ces frappes soulève des questions dans certains cercles politiques et médiatiques. Il semble que ces frappes tombent à point nommé pour détourner l'attention de l'opinion publique du scandale Lewinsky, tout comme dans le scénario de Wag the Dog. Des journalistes, des analystes et même des politiciens commencent à faire des parallèles entre la fiction du film et les événements réels qui se déroulent sous leurs yeux. Était-il possible que l'administration Clinton ait utilisé les tensions en Irak comme un écran de fumée pour réduire la pression médiatique sur le scandale en cours? Le parallèle entre la réalité et la fiction devient si troublant que Wag the Dog est souvent cité comme l'exemple parfait de la manipulation politique à travers les médias. Bien que personne ne puisse affirmer avec certitude que les frappes en Irak aient été orchestrées dans ce but, la coïncidence du timing laisse à réfléchir. Le film,
qui à l'époque semblait une satire exagérée, prend une nouvelle dimension, comme s'il avait anticipé avec une précision troublante la manière dont les crises peuvent être utilisées pour manipuler l'opinion publique. La semaine dernière, j'ai vu un post qui parlait d'un événement d'extinction de masse qui pourrait se produire dans les 20 à 30 prochaines années. Cela pourrait être causé par l'impact direct d'un corps céleste, un changement d'épaule, ou autre. Mais l'une des théories du complot les plus répandues que j'ai vues récemment sur ce forum concerne l'impact direct d'un objet céleste. Ma première hypothèse est que les élites savent qu'un événement d'extinction de masse est sur le point de se produire, ou alors, elles essaient de provoquer un tel événement par le biais de la programmation prédictive. Leur objectif serait de réduire la population mondiale, car près de 8 milliards de personnes deviennent de plus en plus difficiles à gérer selon leurs standards. Le contrôle social, économique et environnemental devient un défi colossal, et un tel événement pourrait leur permettre de nettoyer le terrain, en rétablissant un certain équilibre de pouvoir à leur avantage. La programmation prédictive est un concept selon lequel, à travers les médias, les élites contrôlent l'esprit collectif. Ce concept puise ses racines dans des idées ésotériques, comme la loi de l'attraction. En substance, si on implante une idée dans l'esprit de suffisamment de personnes, elle finira par se manifester. Il existe une conscience collective, une sorte d'esprit de ruche de l'humanité, et si une grande partie de cette conscience collective se concentre sur quelque chose, il y a de fortes chances que cela devienne réalité. Ce week-end, j'étais au cinéma et j'ai vu la bande-annonce du film Greenland. Si tu ne l'as pas encore vu, va la regarder sur YouTube, ou alors, et vite, car contribuer à cet aspect de la conscience collective pourrait ne pas être une bonne idée. Le film parle d'un événement d'extinction de masse provoqué par des astéroïdes qui s'écrasent sur la Terre, et suit une famille qui tente de se réfugier dans des bunkers pour survivre. La bande-annonce montre des civils ordinaires engagés dans des combats intenses avec des militants pour accéder à des lieux sûrs. C'est une ambiance très troublante. La bande-annonce m'a immédiatement rappelé les posts liés aux événements d'extinction de masse que j'avais vus ces 2 dernières semaines sur ce forum. Un aspect fondamental de l'ésotérisme et de l'occultisme est la notion de synchronicité, l'idée que rien n'arrive par hasard et qu'il n'y a pas de coïncidence. Si 2 événements semblent liés, ils le sont probablement, et c'est l'univers qui envoie un message. Ainsi, voir un post sur un événement d'extinction de masse cosmique, puis la bande-annonce d'un film traitant du même sujet la même semaine, m'a semblé plus qu'une simple coïncidence. Cela m'a semblé être une alerte, un signal. Tout cela m'a amené à réfléchir à la programmation prédictive. Si elle est réelle, je crois que les pouvoirs en place contrôlent la rapidité et l'intensité avec lesquelles leur réalité se manifeste grâce à la programmation prédictive. Ils peuvent ajuster la clarté et l'impact de leur message pour influer sur la vitesse à laquelle un événement se produit. En rendant un message clair, explicite et évident, ils s'assurent que l'idée est bien ancrée dans l'esprit de plus de gens, accélérant ainsi sa manifestation et augmentant son intensité. En revanche, si les messages sont plus subtils, indirects ou laissés à l'interprétation, l'événement peut prendre plus de temps à se matérialiser et peut-être de manière moins intense. En contrôlant la clarté et l'intensité du message, ils peuvent donc contrôler approximativement quand et comment un événement se produira. Prenons l'exemple du film Le jour d'après, sorti en mai 2004. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, le film montre plusieurs ouragans massifs se combinant pour former une tempête parfaite qui dévaste les États-Unis. Moins de 14 mois plus tard, en août 2005, les États-Unis subissent l'ouragan Katrina, qui reste à ce jour le plus dévastateur dans l'histoire du pays. Cette coïncidence est troublante et renforce l'idée que les films et autres formes de divertissement pourraient être des vecteurs de programmation prédictive. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.